Laurent Roland Tonekes, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Tonekes, on démarre par le quotidien Dynamisme Info ce matin, qui vraisemblablement continue de nourrir l'actualité au détour du vote du code électoral, enfin le nouveau code électoral, nouvelle exigence du dit code, justement, écrit Dynamisme Info. L'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas d'être mouillé. Je crois que c'est Guy Mitterrand qui avait dit ça à Maître Adrien Oubedji. Je crois que dans la suite des choses, il a été mouillé véritablement, ce qui a contraint son parti à se fondre dans l'Union progressiste du renouveau, l'Union progressiste qui est devenue l'Union progressiste du renouveau. Et donc oui, aujourd'hui, ceux qui sont du côté de la mouvance présidentielle, notamment la majorité parlementaire, pensent que peut-être avec cette loi, ils ont une certaine avance sur les autres et que bon, ils ne seront peut-être pas ébranlés dans une certaine mesure, mais c'est mal comprendre la psychologie des électeurs béninois, c'est mal comprendre les Béninois qui ne sont pas totalement acquis dans une certaine mesure au point. C'est vrai que les gens peuvent penser que parce qu'il y a un taux d'abstention en 2019, en 2020, en 2021, en 2023, et que cela leur a marché parce que le taux d'abstention élevé à l'époque a favorisé les partis du pouvoir en place parce que leurs militants sont sortis pour aller voter, pendant que les militants qui ne sont pas d'accord avec le régime en place ou ils sont du côté les électeurs qui sont du côté des opposants ne sont pas allés voter majoritairement. Et donc le taux de participation étant assez faible, il se fait que ceux qui étaient sortis en grande partie étaient les militants des deux formations qui soutiennent, en tout cas les deux premières formations qui soutiennent Patrice Talon, le chef de l'État. Et donc, si on en arrive dans un cas de figure où le taux de participation était élevé et que ceux-là qui avaient fait abstention parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime en place décidaient d'aller aux urnes pour aller voter, qu'est-ce qui va se passer? Je vois que dans cette affaire de code électoral, il y a plusieurs gymnastiques d'explications. Parce que les uns sortent pour donner des explications, pour montrer que c'est le meilleur code qu'on ait jamais eu au Bénin. Il y a ceux qui pensent que oui, parce qu'on a dit que le parrainage c'est 28 députés et que les démocrates ne sont pas exclus. Dans une certaine... Oui, les démocrates ne sont pas exclus, d'accord. Mais il n'y a pas que les démocrates dans ce pays. Il y a d'autres formations politiques qui ont envie d'aller aux élections et donc qui ont aussi envie que peut-être dans une certaine mesure, envie de négocier des parrainages pour aller aux élections. Donc quand on réduit pratiquement les élections présidentielles à 3 partis fondamentalement, on a comme l'impression que on tend vers l'État parti en réalité. Vous savez parler de 3 partis, Laurent Roland Tonekes. Non, mais c'est-à-dire que tel que ça se passe, à un moment donné, il y a des gens qui seront certainement encore éliminés en cours de route. N'oubliez pas qu'à un moment donné, les gens sont allés prendre des coups certainement au niveau du Parti communiste chinois, dans une certaine mesure. Les deux formations dont nous parlons sont allées prendre des coups au niveau du Parti communiste chinois. Donc, est-ce qu'en réalité, c'est une manière de nous amener un seul parti, en tout cas dans une certaine mesure, au Bénin? Les acteurs politiques, il ne faut jamais les minimiser, c'est-à-dire c'est les gens qui réfléchissent à tous les coups possibles pour essayer de contrôler les populations. Donc, dans une certaine mesure, il y a ça. Seulement que on ne maîtrise toujours pas tous les leviers dans une certaine mesure. À un moment donné... Puis on s'imagine beaucoup de choses aussi. Oui, à un moment donné, il y a que vous pouvez être surpris. Ce que je recommande aux gens, c'est d'aller travailler. J'ai pu voir, par exemple, dans ce code électoral, par exemple, quand on parle d'accord de gouvernance avant les élections, moi, j'ai posé une question il y a quelques jours à des acteurs, je peux les appeler ainsi, pour dire, mais quand vous dites accord de gouvernance, dès lors que vous faites accord de gouvernance entre l'UP et le BR, et que dans une certaine mesure, dans 20 circonscriptions électorales, il se fait que l'accord de gouvernance leur a permis de lever des sièges et qu'il fallait peut-être lever un seul siège dans les 20 circonscriptions électorales avec les 20% qu'ils auront. Est-ce que dans une certaine mesure, ça va être du 50-50, 50-50 ou alors c'est la formation qui a amené le plus grand nombre de suffrages qui prend tous les postes? Là, il y a un problème parce que
Un accord, c'est un accord. Donc, on s'entend sur le préalable avant même que l'accord ne soit signé. Alors, j'ai suivi une explication donnée par le porte-parole du gouvernement dans le week-end écoulé, qui dit que oui, s'il y a quatre formations qui vont aux élections et qui a accord de gouvernance et que ABCD, pour le citer, ABCD qui vont aux élections, et qu'il se fait que A arrive à avoir 20%, après l'accord de gouvernance s'appliquera aux trois autres formations. En tout cas, pour vous montrer, parce que j'ai donné un premier exemple, voilà un autre exemple que je lui donne, pour vous montrer combien de fois il y a une complexité dans ce qu'on dit là. Et dans la pratique, ça peut avoir un problème. Ce n'est qu'à la pratique, justement, qu'on éprouvera ce nouveau code afin de tirer les conclusions. Je pense que dans la loi, il faut dès maintenant préciser. Ou dire, dès lors qu'il y a accord de gouvernance, voilà comment est-ce que les sièges seront attribués. Parce qu'il ne faut pas qu'en plein... Vous savez que la loi, c'est fini. Oui, mais justement... C'est comme ça ils ont voté. C'est comme ça ils ont voté une loi. Vous savez que c'est fini. C'est comme ça ils ont voté une loi pour la décentralisation, pour se retourner en plein processus, pour aller voter une loi interprétative. Non, on ne va pas continuer à faire des choses comme ça. Moi, je pense que vous votez une loi, en même temps mettez un certain nombre de mesures, en tout cas de décrets d'application, les dispositions, comment est-ce que ça va se passer. Il ne faut pas que ce soit sur le terrain, après les résultats, qu'on commence par voir, oui, écoutez, nous, c'est parce que l'UP a plus de voix que le BR dans toutes les circonscriptions électorales où nous avons fait accord de parrainage, de gouvernance, pardon, et que c'est nous qui prenons les sièges. Parce que l'UP aura quelqu'un comme tête de liste, le BR aussi a quelqu'un comme tête de liste. Comment ça va se faire? Je crois qu'il faut définir tout ça. De toute façon, j'estime que oui, aujourd'hui, c'est une dissolution également aussi pour rassurer, pour mettre les gens à l'abri de la débâcle, parce qu'on sait très bien qu'à la loupe vont les choses, il se peut que cette information ne se retrouve pas à avoir les 20% dans des circonscriptions électorales. Donc, il faut en amont préparer tout ça, le terrain, pour ne pas être surpris. C'est bien ça. Mais de toute façon, comme l'a dit Dino Info, tous ceux qui pensent que le code est bon aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, hier, disaient qu'il faut libérer les parrainages. Et vous le savez mieux que moi. Beaucoup ont dit qu'il faut libérer les parrainages en 2021. Les mêmes sont revenus ici maintenant pour apprécier et féliciter les députés pour avoir dit maintenant que les parrainages doivent être contrôlés par les formations politiques dans une certaine mesure. Bon, enfin, dans une certaine mesure, vous faites bien de le dire. Non, mais quand on dit que... Parce qu'on parle du même bord, on parle du même bord, de la même chapelle politique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément, il n'est pas fait injonction aux députés, par exemple, de parrainer forcément un candidat de son parti. Oui, il peut sortir de son parti et parrainer un candidat d'une autre formation politique, mais étant donc du même bord. Quand je prends l'exemple de BR... Donc BR-UPA, voilà par exemple, BR-RN, enfin BR Morel-Bénin, je pense que ça s'entend. Ça s'entend jusque-là. Blanc, bonnet, blanc. Selon vous? Où est l'innovation? Et ça s'entend aussi peut-être MPL, démocrate. Un député peut aller parrainer un candidat indépendant qui a une bonne vision pour son pays. Selon vous? Oui, et j'insiste là-dessus. Mais pas selon le code. Oui, pas selon les députés qui l'ont voté. Pas selon le nouveau code, en tout cas. Laurent Roland-Tonnet. Sur le nouveau code, justement, je vous interroge sur les propos de Maître Jacques Migan. Les suscitations de candidature, c'est terminé. Selon lui, à la lumière de ce nouveau code, le Blanc républicain draine ses militants de la 19e circonscription électorale vers les 20% exigés par la loi. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'il n'y a plus de suscitation de candidature? C'est une grosse interrogation, justement. Il y a tous les jours suscitation de candidature, mais sous une autre forme. Sous une autre forme. Initiative JFD. C'est quoi? C'est une suscitation de candidature. Je ne dis pas son nom. Jeunesse Force Développement, je ne sais quoi. Mais c'est Joseph FIFA Djogbenou. C'est une suscitation de candidature voilée. Gayassi JD, vous avez vu le week-end, avec 3 personnes qui se sont désolidarisées pour dire que donc je peux mettre en valeur le truc. Parce que Hubert Megredji est du côté de l'initiative JFD. Et il se retrouve malheureusement à la même temps que Gayassi JD. Il se rend compte que là on parle de Johannes Dayon. Il ne peut pas être d'accord. Donc Gayassi JD, c'est qui? Gayassi Johannes Dayon. Mais écoutez, il y a suscitation de candidature. Mais ce que dit Maître Jacques Migan. Vous savez, Maître Jacques Migan, c'est un personnage assez versatile. C'est-à-dire que il est controversé. Quand je regarde son parcours, il a fait Adjavon en 2016. Entre les deux tours, il fait partie des premières personnes à lâcher Adjavon pour se retrouver
vers, en tout cas, de toute façon, par la suite, il a lâché à Diavo pour se retrouver avec Patrice Talon. On a pu voir ses positions dans le temps. Il fait partie de ceux-là qui disaient en 2021 que le parrainage doit être libre et que les députés ne sont pas les propriétés des partis politiques. C'est lui qui l'a dit. Mais c'est la même personne qui, en 2024, applaudit le code électoral. Mais oui, seuls les investis ne changent pas, Laurent Roland Tononiquès. Peut-être qu'il a évolué entre-temps. Cette façon de facilement, il a mieux réfléchi entre-temps. Cette façon de facilement dédouaner les cadres, c'est une mauvaise façon. Il faut qu'on commence par mettre les cadres devant leurs responsabilités pour qu'ils comprennent qu'en réalité, ils doivent avoir une certaine constance dans ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Parce que nous avons la jeune génération qui suit. Est-ce à dire alors que vous estimez que ces cadres, que ces politiques sont des surhumains et qui n'ont pas le droit à l'erreur? Non. Ils n'ont pas le droit de se tromper. Non, on peut faire des erreurs. De faire de mauvaises analyses, de mauvaises interprétations. Ahmed Harikba, on peut faire des erreurs. Tout le monde est perfectible. Concevez que Maître Jacques Migan quand vous avez fait une erreur à un moment donné et qu'aujourd'hui il se rattrape. Regardez le nombre de fois il s'est prononcé sur des questions essentielles. Pour la révision de la Constitution, il a réuni des gens à Porte-Nouveau, au 5e arrondissement, pour leur parler, pour dire tout le bien fondé de la révision qui devrait être opérée. Oui. C'est-à-dire, je dis, dans une certaine mesure, les gens doivent prendre du recul pour dire, les jeunes nous suivent. Quel héritage politique nous voulons laisser à la jeune génération dans les prises de position? À des moments donnés, moi, je leur aurais conseillé de se calmer, de ne pas chercher à se prononcer sur tout. Parce que j'ai comme l'impression qu'on veut à tout moment se prononcer sur tout pour montrer au chef qu'on est. Pour se faire remarquer. Pour montrer au chef qu'on est là. Travaille, mais en le faisant comme ça, qui bavarde trop. Vous méritez ce que de droit. Non, qui parle trop ne se contrôle pas. C'est ça le véritable problème. Donc, moi, je dis, dans cette mesure, donc quand je vous regarde, vous parlez de code, vous parlez de tout ça, moi, je pense que les acteurs politiques sont ce qu'ils sont. Ils ne changeront pas demain. Attendons de voir. Les acteurs politiques sont ceux qui le sont. Laurent Roland Tononiquès, les acteurs de la société civile aussi sont ceux qui le sont. Dynamisme Info écrit ce matin, mesure actée au profit des AME. Guerre de paternité autour de la décision de l'exécutif. J'ai vu le communiqué du parti Union Progressiste de Renouveau, j'ai souri. J'ai souri. D'accord, expliquez-nous. Quand certains acteurs, et comme nous, professionnels des médias, on prenait fait cause pour les AME, on était traités de tous les noms opposants dans les coulisses, je sais, ils savent de ce dont je parle. Mais il a fallu que d'autres personnes maintiennent la dynamique en dénonçant, en rappelant au gouvernement de le faire, et que mettre la pression que les syndicalistes fassent le travail, et qu'aujourd'hui, eux, ils en arrivent à sortir un communiqué pour se féliciter de ce que fait le gouvernement. Et pourtant, ils sont mieux placés pour interpeller le chef de l'État. Et c'est ça, je dis aux acteurs politiques. Vous pouvez être de la même chapelle politique que le chef de l'État, mais essayez de trouver les mots justes pour le faire. Pour lui faire comprendre certaines choses. Parce que les AME, c'était qui? Ce sont nos frères et sœurs. Nos enfants. Pas nos enfants, nous, nos enfants. Leurs enfants. Les enfants. Et donc, dans une certaine mesure, il faut avoir le courage de dire au chef, à un moment donné, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous pensons que sur telle question, ce n'est pas bien, il faut améliorer des choses. Mais nous avons eu 83 députés à l'Assemblée nationale. Mais qu'ont-ils pu apporter aux AME? Rien, nada, comme on le dit. Et puis, les démocrates viennent. Les démocrates ont fait une question orale au gouvernement en décembre dernier. Sur la situation. Sur la situation. Mais nous sommes sur un terrain politique, le chef de l'État et son gouvernement ont compris. Maintenir la situation des AME comme ça jusqu'en 2026, c'est suicidaire pour le pouvoir en place. Bon, encore que, même si on fait ça, est-ce que ça va changer évidemment les choses? Mais c'est une action politique qui peut porter des fruits parce que rien que pour ça, même dans le lot, il y a des gens qui diront « Ah, attendez, hein, c'est au cours du mandat de Talon que j'ai trouvé au moins un job. Et on a amélioré ma situation. Et donc, par conséquent, écoutez, moi, je vais voter pour lui. Hein, parce qu'on ne sait jamais, celui qui va venir peut remettre en cause notre statut. » C'est des choses, des débats. Donc, ce sont des mesures sociales à portée politique, on va dire, assez fortes. C'est des mesures sociales à portée politique. Enfin, mesures sociales hautement politiques. Oui, hautement sociales, hautement politiques. Sociales hautement politiques. Donc, dans une certaine mesure, attendez voir
le hautement social dans sa diversité, sans la complexité mise en œuvre dans tous les secteurs. Et ça, c'est de bonne guerre. C'est aux démocrates ou aux partis d'opposition de trouver la panacée, en tout cas pour se faire comprendre ou se faire entendre par les populations dans une certaine mesure. Parce que le pouvoir en place doit pouvoir comprendre que, oui, là où nous sommes, il faut améliorer le mode de gouvernance. Oui, on a tout fait de faire la sourde oreille jusqu'en 2021, 22, 23. À partir de 2024, il va falloir écouter un temps soit peu les acteurs, régler dans une certaine mesure les problèmes, mais pas créer un problème et aller résoudre un autre. Ça va encore créer assez de fossés. Dans le rang des syndicats, il y a aussi une certaine guerre de paternité. Voilà, certaines centrales qui estiment être les plus méritants pour tout ce qui est dans la course, la prise de ces mesures. Dans la lutte pour les revendications aujourd'hui, on sait qu'il y a des formations, des centrales syndicales qui sont assez silencieuses. Mais il y en a qui font toujours du bruit. Oui. Je vais nommer par exemple, comment vous appelez, CSTB qui fait assez de bruit. Et la CSA ne fait pas du bruit, mais on arrive à se prononcer sur un certain nombre de sujets, essentiellement. D'autres centrales syndicales, pratiquement, on ne les sent plus pour autant, comme on ne les sentait pas le passé. C'est vrai que Noël Chadari, par un moment, prend la parole. Mouda Chirou, de la CGTB, bon, à ce niveau, on voit des sorties par moment, mais ce n'est plus la même dynamique comme par le passé. Donc, dans tout ça, on voit que c'est la CSTB qui prend le dessus. Est-ce que la CSTB va réclamer la paternité de ce combat? Je pense, dans une certaine mesure, que oui, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. S'ils le disent, alors moi-même, je peux me prévaloir de ce que j'ai fait l'essentiel pour les armées, parce que ça a été un combat personnel tous les matins, pratiquement, si je trouvais l'occasion, j'en parlais. Et donc, je pense que personne ne devrait, au-delà de tout, en dehors des formations politiques qui sont restées assez silencieuses sur la question ou sur le sujet, je crois qu'on doit se réjouir de ce qu'enfin le gouvernement réagisse. Et puis, alors, allons-y. Et finalement, s'il y a des problèmes comme ça dans la société, que tout le monde alors en parle. Parce que c'est bon que tout le monde demande que tout le monde dit, oui, à un moment donné, nous sommes intervenus, voilà, nous sommes artisans. Donc, si c'est ça, alors, comprenez désormais que oui, s'il y a un souci qu'on évoque, que tout le monde réagisse et fasse le combat. Voilà. Allez, vous parlez du hautement social. Le hautement social, Laurent Roland-Toniquet, c'est également la construction de 6000 salles de classe, selon, je pense, le porte-parole du gouvernement, de 2016 à 2021, ce qui n'empêche pas le dynamisme info de relever que la réalité est déplorable dans les écoles, malgré ces propos. Moi, je veux qu'on me fasse la liste des écoles construites. Pas département, pas commune. Qu'on nous dise, dans le département de l'Atlantique, nous avons construit 50 salles de classe. Vous pensez que le porte-parole du gouvernement a menti? Est-ce que vous essayez de nous dire? Parce que quand vous demandez des preuves, c'est que vous remettez en question. Je peux certifier, Ahmed Aripa, je peux certifier aujourd'hui que le tronçon Carrefour, Autrefois, pavé Kékou, nous marché de gros est devenu du bitume. Je peux certifier que pour aller à Kobato, on peut passer sur du bitume à glas. Personne n'avait imaginé ça. D'accord? Je peux certifier que le CIC a été rénové. D'accord? Je peux certifier un certain nombre de choses que j'ai vues. Je vis dans la commune d'Abomey-Clavé, l'une des plus grandes communes du Bénin. D'accord? Je me promène beaucoup. Et ça, ceux qui le savent, je me promène, si c'est se promener. Là, on sait que vous êtes un nomade. Non, pas nomade. Pour aller vérifier, constater. Je connais beaucoup d'écoles. La dernière fois, c'est une ONG qui a construit un module de classe par exemple, à Gomela, par exemple. D'accord? Je prends l'école de, comment vous appelez, Aïmé Vogodouen, dont j'ai toujours parlé. J'en ai parlé pratiquement pendant 3 ans, 4 ans. Je crois que c'est le mois passé ou bien ce mois-ci que le maire, président de la NCB et autres sont allés là-bas pour mettre une journée. Donc, quand le porte-parole du gouvernement me dit qu'on a construit 6000 salles de classe, ce n'est pas un problème. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, moi, je dis, dans le département de l'Atlantique, combien de salles de classe ont été construites? Dans quelle commune? Citez-nous les communes. Dans le département du Borgou, combien de salles de classe ont été construites? Dans, par exemple, Parakou, dans Pereret, un certain nombre de choses. C'est ce que je demande à Ahmed Aripa. Je ne dis pas qu'il ment. Moi, parce que le problème, c'est que nous avons toujours dénoncé
le manque d'infrastructures de base dans les écoles. Nous l'avons toujours dénoncé. Et donc, si le porte-parole un jour vient nous dire qu'on a construit 6 000 salles de classe, c'est une bonne nouvelle. Mais montrez-nous que oui, dans Bonne-Clavier, on a construit 100 salles de classe, 100 modules de classe, et que dans Parakou, dans Agbanizou, on a construit 50 ou bien 10 salles de classe. Montrez-nous ça, c'est simple, c'est simple. Parce que quand je me promène un peu dans la commune d'Abomey-Clavier, je ne vois pas de nouveaux modules de classe. D'accord? Ok. Sachant que, on me dit, est-ce que je connais toutes les salles de classe de toutes les écoles de Justement. Je vous dis ce matin, si vous voulez, on finit l'émission. Vous les connaissez toutes, c'est ça? Je vais vous faire promener dans Calavi, dans le 9 arrondissement de Calavi, sans me perdre. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans lesquels... Avez-vous été dans une de vos vies antérieures conducteur de taxi-moto ou, je sais pas moi, taxi-ville? Prenez ça comme vous voulez. Alors vous assumez que vous êtes un véritable nomade? Non, mais je me promène beaucoup parce que moi, non, je ne peux pas faire des analyses sans pouvoir avoir l'information. C'est vrai, il faut aller au contact des populations. Dans une certaine mesure, je faisais dans des milieux où j'apprends beaucoup, j'entends beaucoup des gens. Donc oui, la réalité sur le terrain, elle est tout autre. Pour moi... Vous épousez, hein, c'est... la réalité sur le terrain, moi je vois que c'est autre chose. Je n'oserais pas dire que l'autre n'a pas dit la vérité, mais je dis, dans Abomey-Clavier, combien nous avons construit. Et quand nous allons à Lada, combien on a construit à Lada. Quand nous allons à Ouida, combien on a construit à Lada. Il y a des... On ne peut pas, il y a des écoles dans ce pays, un directeur a fait passation de charge dans la brousse, on l'a sanctionné, qu'il vous souvienne. Bon, de toute façon. Allez, un autre sujet avec Nord-Sud quotidien. À présent, on change de une. Aux forêts et chasse, 4 agents mis à la retraite d'office rappelés. Et d'ailleurs, sur le sujet, Dynamisme Info a également écrit, estimant que c'est là la preuve qu'il y a eu de l'agitation au détour de cette mesure de départ à la retraite d'office des agents fonctionnaires, enfin des FDS, Forces de défense et de sécurité. Alors, moi, je ne parlerai pas d'agitation, mais je me pose la question de savoir sur quelle base. Parce que le chef de l'État a évoqué des raisons, les raisons pour lesquelles certains ont mis à la retraite d'office. D'accord? Alors, sur quelle base ces personnes se sont retrouvées alors sur cette liste? Et sur quelle base on les rappelle aujourd'hui? Bonne nouvelle pour eux. Quelques mois après seulement. Félicitations à eux. Seulement que cette manière de faire les choses, vous décidez de mettre les gens à la retraite d'office, vous assumez jusqu'au bout. D'accord? Et ça, c'est ça un gouvernement. Mais vous mettez tout le monde à la retraite d'office et puis après vous rappelez les gens. Ça sonne comme une sorte de deux poids, deux mesures. De mal donne, c'est on va dire, bon, on ne parlera pas peut-être d'agitation, mais peut-être de précipitation, voilà. Oui, moi je crois que ceux qui ont été rappelés ont des collègues. Comment ils vont se sentir? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait et puis maintenant on rappelle les autres? J'ai pu lire, écouter l'audio de l'autre là qui veut se poser sur toutes les questions, dit que l'autre a fait accident de travail et que c'est pour ça qu'on a rappelé que c'était une erreur. Non, on ne peut pas faire des erreurs à ce niveau. À ce niveau de l'État, ça veut dire que... Si tant est que ces faits sont avérés, enfin, les faits relatés par le monsieur Is dont vous parlez. Qu'est-ce qui pressait si tant pour qu'on ne puisse pas prendre du temps si on veut véritablement mettre les gens à la retraite d'office, voilà, parce que ça fait bizarre quand même de dans tout, rappeler quelques mois après. Au niveau de la police, au niveau des militaires, au niveau en tout cas des douaniers également, il y a bien des choses qu'on peut revoir à ce niveau. Seulement que, est-ce que tel que ça a été fait pour les agents des eaux et forêts, est-ce qu'on le fera pour les autres? Moi, je crois que ces erreurs au sommet de l'État, on doit pouvoir les éviter. Parce que ça crée davantage de frustration. L'événement du jour écrit à son oreille droite ce matin, Laurent Roland. Antonin Inquès, réforme foncière au Bénin, le gouvernement suspend la délivrance de l'attestation de détention coutumière. Oui, j'ai suivi ça. Je me dis, mais je crois qu'il y a des raisons qui sont évoquées pour lesquelles ça a été suspendu. Attendons de voir comment ça va se faire pour la suite. Toujours est-il que l'attestation de détention coutumière mettait en tout cas les gens un peu à l'abri des problèmes, des affaires domaniales, à polémique dans nos communautés. Mais suspendre encore la délivrance de ce statut aujourd'hui aux citoyens,
on peut se poser mille et une questions. Ceux qui ont des dossiers en essence qui ne sont pas encore traités, qu'est-ce qu'on fera de ces dossiers? Est-ce que c'est une suspension provisoire pour qu'on revienne encore sur le dossier? Ou bien c'est une suspension définitive pour changer cet acte en un autre acte dans une certaine mesure? Je pense que c'est le gouvernement qui a décidé, parce que le gouvernement qui a fait les réformes, qui nous a parlé d'attestation de détention coutumière, et que donc aujourd'hui on attend de voir ce qu'ils veulent faire en suspendant la délivrance de cet acte. Je pense qu'on en parlait la semaine passée, Laurent Roland Tonnéiques, des 4 vérités, revient sur eh bien, cette on va dire quoi, annonce de la Direction générale de la police républicaine, violence et rançonnement lors de la répression des infractions du code de la route. La DGPA annonce des sanctions contre des policiers indélicats. Oui, c'est vrai, il y a des policiers indélicats. Ça, c'est un secret de polichinelle. Qu'est-ce que vous avez remarqué dernièrement, après notre dernière discussion sur le sujet? Est-ce que vous avez fait d'autres observations, vous qui, justement, faites un peu le tour de la ville? Il y a toujours des problèmes. Oui. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours ces policiers en griffe et indélicats. Mais je voudrais au passage, ce n'est pas de mes habitudes, remercier le commissaire central de la commune d'Abomey-Calavi, qui a posé un acte assez fort louable il y a quelques jours dans la commune. Vous savez, les policiers malheureusement sont en mission, et parce que c'est ce qu'on leur a demandé de faire qu'ils sont en train de faire. C'est vrai qu'il y en a qui font excès de zèle, abus, et ça crée une situation, ça perturbe sérieusement les citoyens. Et un étudiant qui avait été arrêté, et qui pleurait pratiquement, et qui disait qu'il n'avait que 300 francs dans sa poche, il venait de sortir de la maison pour aller chercher de l'argent et donner à manger à ses enfants. Et c'est le commissaire qui a dû sortir l'argent de sa poche pour donner à ce policier, pour lui dire d'aller payer, d'aller payer, de revenir prendre sa moto. Pour vous montrer que parmi les policiers aussi, il y a des gens, des humains, qui comprennent aussi la difficulté des populations. Et c'est pour ça que je dis à ces policiers qui font essai de zèle pour dire, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Parce que celui que vous arrêtez, que vous traitez comme un délinquant alors qu'il n'en est pas un, il vous regarde. Et parfois, votre nom est là, il vous lit. Et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous croiser. Vous ne savez pas dans quelles circonstances vous aurez besoin de lui. Et on peut arrêter, on peut verbaliser, mais il faut la manière, la courtoisie, un certain respect vis-à-vis du compatriote. Parce que c'est pas parce que je suis policier et que l'autre est en civil qu'il est un bon à rien, que je peux traiter de tous les noms, que je peux traîner comme si c'était un délinquant. Les délinquants, les gros délinquants sont au sommet. On les voit dans les grosses caisses, dans une certaine mesure. Et personne ne les inquiète. Et pourquoi c'est un zème, peut-être un citoyen, parce qu'il n'a pas mis son casque, parce qu'il n'a pas mis sa ceinture de sécurité dans la voiture, que vous voulez traiter comme un délinquant? Moi, je pense, dans une certaine mesure, il faut voir, quand je parle de délinquants au sommet, attention, il ne faut pas que les gens me prennent des intentions. Je parle de ceux-là qui nous grugent, qui volent parfois certains cadres, d'accord, qui ne prennent pas des intentions. Il y a des délinquants à col blanc, en réalité, c'est ce que je veux dire. Ah d'accord. Voilà. Ah d'accord. Donc, la précision est détail. Alors, donc, pour dire qu'il faut bien traiter les citoyens, il faut vraiment très bien traiter les citoyens, les respecter dans une certaine mesure. Je peux arrêter un citoyen, et je crois qu'un policier me faisait une confiance pour dire, mais écoutez, il nous arrive d'arrêter 10 motos, par exemple. Et dans les 10 motos, il y a 2 personnes, quand nous les voyons, nous-mêmes nous sentons qu'ils n'ont pas les moyens. Et si on voit les motos là-bas, c'est un problème pour eux. On a envie de libérer les 2 personnes-là. Mais qu'est-ce que les 8 autres font dire? Mais et si on libère les 10, attention, il y a peut-être un parmi nous qui peut aller se pencher au niveau de la hiérarchie pour dire que voilà ce qu'on a fait. Et notre carrière est en jeu. Donc, il y a ça. Et c'est pourquoi j'en appelle aux citoyens également. Parce qu'on ne va pas tout le temps les défendre aussi. Quand vous voulez vous sortir de votre maison, prenez votre casque. Le casque, pour moi, est devenu un sac à main. Je n'ai pas de honte à le trimballer. Même dans ma veste, en traînant sur le trottoir. J'aime mon casque. C'est un outil de survie. Oui, mais pourquoi ça devient un problème pour les gens? Autrement, essayez de porter les casques des émigrants. Et puis, on arrête un émigrant. Le passager, les émigrants prennent soin de lui dire, mettez le casque, mettez la sangle, tout ça. mettez la visière. La visière. Et le gars dit d'accord. Mais les émigrants conduits, le monsieur n'a pas mis ça.
on les arrête dans la circulation. Et on verbalise. Pour la moto du Zim. Il doit payer 10 000 francs. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est tout simple. Vous arrêtez le monsieur. Moi, si j'étais policier, j'arrête le Zim. Je dis au monsieur, OK, il devait vous amener où? Vous dites le montant sur lequel vous êtes entendu. Il paie l'argent au Zim et le Zim s'en va, il va marcher. Pour discipliner aussi les passagers. Parce que des policiers arrêtent les Zim et le passager descend, il s'en va et c'est le Zim qui paye. C'est pas bien. C'est pas le Zim qui était en faute en réalité. Moi, je pense que dans cette lutte-là, on les a envoyés, mais il faut qu'ils sachent s'envoyer eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, j'ai discuté avec un autre policier qui me dit clairement, les gens nous menacent, les gens nous maudissent. Bien sûr, bien sûr. Mais tout ça là... C'est le propre du Béninois. Oui, mais tout ça... Réalité socio-anthropologique. Voilà, les gens nous maudissent, les gens nous menacent. Alors, si je rentre et que j'ai un mal de tête, que je meurs pour ma famille. Parce que j'ai arrêté une moto. C'est pour ça que même je dois faire attention. C'est très simple. Allez, en tout cas, la hiérarchie policière appelle à la dénonciation pour ceux qui seraient donc victimes de violences, de discourtoisie ou de rançonnement au détour de cette opération en cours. Laurent Roland Tonekes, on va finir, mais avant, un mot par rapport à ce sujet, très rapidement. Fraternité qui écrit ce matin, réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria a validé le Bénin en sursis. Oui, je crois que les autorités nigériennes continuent de nous tirer les oreilles pour utiliser cette expression. Continue de se faire désirer. Ok. Je préfère ça. Bah oui, de toute façon, le Bénin n'est pas l'enfant du Niger. Le Bénin n'est pas l'un rejoint l'autre. Non. L'un rejoint l'autre. L'un dans l'autre. Ils se font désirer comme une belle femme. C'est la même chose, oui. Voilà, je préfère ça. Parce que le Bénin n'est pas l'enfant du Niger auquel il faut tirer les oreilles. Non, on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une erreur peut-être. Des erreurs de diplomatie peut-être à la limite. Mais c'est curieux quand même que le Niger justement rouvre ses frontières donc avec le Nigeria et refuse je crois que je l'ai annoncé la semaine passée, je l'ai dit, les gens d'ouvrir celle avec le Bénin. Oui, mais écoutez, comme une belle femme, le Niger continue de se faire désirer. Sachant que justement les injonctions sont devenues, alors c'est vrai, c'est la CEDEAO, mais on sait qui préside la CEDEAO. La CEDEAO a créé... On sait que les injonctions viennent du Nigeria. Même si c'est un collège de présidents qui... Oui, la CEDEAO a créé les contentieux. Aujourd'hui, est-ce venu jouer le sapeur-pompier, mais si le feu refuse d'obéir au sapeur-pompier, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut trouver d'autres moyens. Je crois que dans une certaine mesure, oui, il faut continuer les discussions. On ne va pas continuer... On va pas continuer à désespérer. Il faut que les discussions prennent d'autres tournures. J'insiste là-dessus. Et j'espère bien que d'ici, on est le 25 aujourd'hui. Peut-être d'ici la fin du mois, le 31 mars peut-être, ou bien déjà à la mi-avril, on pourrait avoir les frontières ouvertes. Le problème des Nigériens, c'est compréhensif dans une certaine mesure. Assez de manque à gagner, assez de pertes. Et ça se poursuit. Oui. Justement, avec cette position du Niger ça ne se poursuit pas. Qui ne veut pas ouvrir les frontières. Justement, ça ne se poursuit pas. Parce qu'ils ont trouvé une porte de sortie. Et donc, à quel prix? Ils semblent... Ah non, mais écoutez, nous sommes sur un terrain politique, diplomatique. Ce n'est pas le prix qui intéresse. D'ailleurs, même vous avez vu, le Togo a sorti une autre pour essayer de revoir un certain nombre de dispositions concernant les marchandises qu'il doit prendre par le port de Lomé, dans une certaine mesure. Toute mesure pour favoriser ces pays de l'Interland, du Burkina Faso, au Niger et autres. Donc oui, c'est à nous maintenant de revoir notre posture, de faire les meilleures propositions, parce que la belle femme se fait désirer. Et donc comme la belle femme se fait désirer, vous êtes homme, vous savez quoi, vous mettez en jeu pour gagner la confiance de la belle femme. Je ne vous apprends rien. Donc le Bénin... Si, vous m'apprenez des choses. Le Bénin est dans la posture du gentleman qui doit... Qui fait la cour à une jeune dame. Qui doit convaincre la belle femme nigérienne, voilà, la belle femme du Sahel. La belle femme du Sahel. Juste quand il le dit. Oui, qui dit, mais écoutez, qui à un moment donné dit, non, je ne veux plus de toi,
bon, il faut trouver les mots juste pour la convaincre. Pour la convaincre. Allez, on n'aurait pas pu finir sans dire un mot de cet autre sujet. Enfin, il y en a deux d'ailleurs dont on ne peut ne pas parler. Alors, on y va très rapidement. Laurent Roland Toninquès. Fraternité, journée FIFA Côte d'Ivoire contre le Bénin, 2 buts partout. Un résultat trompe l'œil. 9 matchs sans victoire. Et la disette d'Aurore se poursuit. Non, je crois que Fraternité a trouvé le meilleur titre. Hein. C'est un résultat pour moi. Trompe l'œil. Trompe l'œil parce que oui, on a pu marquer 2 buts égalisés en tout cas également. On a pu voir dans une certaine mesure comment est-ce que... Vous savez, j'ai toujours dit que nos joueurs manquent d'endurance. Hein, parce que vous marquez un premier but, on égalise, vous marquez un deuxième but, on égalise. Donc, le problème reste entier. Et on a quand même joué le champion en titre. j'ai vu les gens écrire qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Mais ne vous hasardez pas. Non. Mais on a joué le champion en titre, Laurent Roland Toninquès. J'ai vu notre or. Oui. En tout cas, j'ai vu comment les gens lui ont jeté un peu la pierre. De toute façon, Alagbé a fait ce qu'il peut. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Je ne vais pas enfoncer le couteau dans la plaie. C'est vrai qu'à la baie, beaucoup estiment qu'il aura été vraiment, on va dire quoi, le maillon faible. Bon, est-ce que quand on marque un but, ce n'est pas que l'erreur du gardien. Par exemple, sur le premier but égalisé, est-ce que c'est la faute seulement du gardien? C'est la faute aussi aux joueurs qui ont constitué le but, non? Pourquoi on veut attaquer les joueurs là? Ils ne jouent pas dans leur club. Ils ne savent pas comment faire un but pour empêcher un but. Ils ne savent pas sauter. Donc moi, je pense qu'il faut laisser à la baie. Je le dis et j'insiste là-dessus. C'est vrai. Alain Gradel a pris sa retraite. Qui a pris sa retraite internationale, d'ailleurs. Les nôtres qui sont dans l'équipe là, qui ont le même âge, ou même sont plus âgés que Alain Gradel là, il faut quoi encore? Oui, mais il a pris sa retraite internationale. Oui, mais ils n'ont qu'à prendre leur retraite aussi internationale. De laisser la place aux jeunes. Quand on parle de Olaïtan qui a marqué le but là, mais c'est la jeunesse montante en réalité. C'est ce qu'on dit. Essayez de constituer une équipe type de jeunes. Allez participer au championnat ou bien aux éliminatoires. Même si vous ne gagnez pas maintenant, c'est qu'ils vont acquérir de l'expérience avec le temps. Mais si vous continuez de les mélanger par les gens là qui sont finis, qui n'ont plus de compte. Écoutez, vous imaginez, des gens sont en club, et ils sont en train de jouer, on ne les positionne pas, on ne les sélectionne pas, et puis on va trouver quelqu'un pour le faire jouer dans l'équipe nationale, histoire de l'aider à trouver un club. Dans quel pays ça se passe? Il y a combien qu'on voit des trucs comme ça? Et pire, il n'y en a pas mieux, je dis toujours. Ils sont dans des clubs, vous allez sur Internet, vous cherchez club là, vous ne trouvez pas. Et dans ce club en question aussi, ils ne jouent que 5 minutes, ils sont au banc tout le temps. C'est les gens comme ça que vous nous amenez. Nous avons un championnat. Mettez de l'argent dans le championnat. Motivez les joueurs dans le championnat national. Je crois qu'à ce niveau, on pourra avoir des résultats. Vous voyez, Sadio Mané est en train de créer, a pris le club de Bourges dans une tête et dit qu'il va créer une académie au Sénégal. Et faire en sorte que les jeunes qui sont là-bas vont partir après en France pour jouer également. Il est en train de préparer la prochaine génération. Nous, ici, là, on fait quoi? J'insiste là-dessus. Donc, un résultat trompe-l'œil, c'est également votre avis, Laurent Roland Toninquès. Vous faites 9 matchs, vous ne gagnez rien, et vous faites match nul. Si vous pensez que réellement, si c'était... il y avait un challenge en cours réellement là. Il y avait vraiment un challenge, si c'est une compétition. Donc, vous pensez qu'on a été favorisé par la Côte d'Ivoire finalement, c'est ça? Je ne dis pas favorisé. Je dis s'il y avait un challenge véritablement, est-ce que... nous pouvons espérer véritablement qu'on peut avoir ce... De toute façon, si on a fait un match nul contre le champion en titre africain, c'est qu'on peut, oui, gagner la Coupe du Monde. Allez, le Sénégal pour finir. Un chaos de l'opposition se précise selon notre sud quotidien. Les Sénégalais étaient aux îles hier. Si vous ne savez pas quitter les choses avant que les choses nous quittent, c'est dommage. Macky Sall reçoit la bonne leçon du peuple sénégalais. Oui, mais il a fait l'essentiel pour que les élections se tiennent. Il a libéré Sonko. Non, le problème c'est qu'il a fait quand? Oui. Là où il est là maintenant, il est totalement fragilisé. Heureusement que Karim Wade a demandé
au nouveau président de ne pas, s'il était élu, de ne Oui, pas faire faire le règlement voilà, de compte, de ne pas faire le règlement de compte, voilà. voilà, heureusement, et vivement qu'il respecte ça, qu'il ne fasse pas ça. Mais, je le dis, le peuple sénégalais est en train de donner une leçon au peuple africain. Le président du Conseil constitutionnel du Sénégal a donné une leçon, a montré le chemin au président des cours constitutionnels ou conseil constitutionnel sur le continent. Et le peuple sénégalais sorti comme un seul homme hier pour aller voter montre le chemin au peuple africain également. On peut le faire, on peut donner sa tête, mettre sa tête à prix. Vous voyez, l'exemple entre Sonko et son candidat, c'est quoi? Sonko, en difficulté, n'a pas dit c'est moi ou rien. Il a automatiquement dit quelqu'un. Mais je disais avec des gens au Yémen, sous nos cieux ici, là, au 229, quand ce n'est pas moi, le parti disparaît. Donc, il faut travailler à une relève. Parce que les gens veulent être tout le temps le seul chef à bord et bonjour les problèmes. Et ce qui fait que ça ne paye jamais. Merci à vous, Laurent, Roland, Tonei Kess.